Na mwemboko nasikiza ni Baraka One TV, ni kipindi cha habari na maelezo saa 9 saa za Afrika Kati, 10 majira Afrika Mashariki. Na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga, Ndurumo, Nyabikeri, maeneo ya Ijwi, magaidi wa M23 waondoka hayo maeneo baada ya mapigano makali ambayo yako yanaendelea katika mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Wizara ya Afya yazungumzia swala la kuwa na wasiwasi na ugonjwa wa Ebola Kivu ya Kaskazini pamoja na Ituri, na pia wanahofia kwamba serikali ya Rwanda huenda itatumia ugonjwa huu ili kufanya uzidi kuwa mwingi sana Kongo kuliko na kuwa mwingi kule kwao Rwanda, kwa sababu wamefunga mpaka na watu wanaruhusiwa, wenye Rwanda wanatoka Rwanda wanaingia Kongo, lakini wa Kongo hawatoki Kongo kwenda Rwanda. Na pia huko tarafani Beni washukiwa wa M23 wakamatwa, mmoja wao akiwa ni mtoto wa Uvira maarufu kama Honorable Ingeniere Zembe. Niko na Rafael Roger Seko. Na asante tena, tunakaribia ndani ya studio ya Baraka One TV likuja na kipindi cha habari na maelezo ambacho leo tutakuwa na mengi sana. Nadhani nimezungumzia kwenye vichwa kwamba ni mengi kabisa. Mambo yatakuwa ni mengi, na katika haya mambo yote ambayo yanakuja kwa ajili ya watu ambao wako wanatusikiliza, ni kuambie tu vile vile usikose kuwa nafuata matangazo yetu mengine kupitia Mwangaza TV. Kule nako ukiwa una share na kusubscribe pamoja na kulike, itakuwa ni kuwa na ni jambo la maana sana. Tuanzie kwanza masuala ambayo yako yanaendelea kwenye uwanja wa mapigano baada ya M23 kuweza kupigwa maeneo ya Miti Mingi, maeneo ya Katoi. Hatimaye M23 moto umewapelekea maeneo ya Ndurumo na pia maeneo ya Nyabikeri, yote ikiwa ni tarafani Masisi, ambako mapigano makali kati ya M23 na serikali yakiwa yako yanaendelea. Kwa sasa hivi Ndurumo M23 wameweza kukimbia, na pia Nyabikeri M23 pia wamekimbia, na vile vile katika visiwa vya Ijwi na kwenye pia M23 wanaripotiwa kwamba wamekimbia. Mimi ninapokuwa natumia neno kimbia kwa sababu tuwe tuna avoid neno kujiondoa, sababu M23 haijawahi kujiondoa kwa volonte yake. Ndio. Ukiona M23 yuko sehemu na inatoka inakutana naga kwanza na kizingiti, baada ya kwamba wamepigwa na wameelewa kweli tumepigwa, ndio wanatangaza sasa kwamba tumejiondoa, lakini haikuwagi ni kujiondoa. Unajua katika mkataba ambao upo, ni mkataba unawaambia waondoke maeneo yote ambayo wanashikilia. Sasa wao wako wanakaa pale kwa nguvu, kwa kuziba masikio. Sasa ili kuondoa inabidi serikali ifanye demonstration ya nguvu ya kuwakunguta. Ikiwakunguta pale, kile kipigo ambacho utakipata na hasara ambayo utapata, ndo wanakimbia. Sasa kukimbia kwao wanasema sisi tunafuata mkataba wa makubaliano ambao wanasema kwamba tujiondoe, ndio tunajiondoa, lakini iko kabisa sio kujiondoa. Hata ukiangalia pia maeneo ya ya Minembwe ni hivi. Minembwe ni hivi, wana resist Minembwe sana, wanapigana sana, lakini wakati utazidiwa nguvu Minembwe, utasikia tunaamua sasa kujiondoa, tunajisalimisha, tunaweka silaha chini, kwa sababu saizi kwa silaha chini wako wanaimba tu, lakini wanakuambia hatutaweka silaha zetu chini. Kwa hiyo haya maeneo yameingia mikono ya wazalendo na FRDC. Ukiachana na huko Kivu ya Kaskazini, maeneo ya Masisi, Kivu ya Kusini, ndani ya kitongoji cha Ijwi. Ijwi ni kisanga ambacho kina mambo mengi ndani yake, na vile vile kilikuwa chini ya mikono ya magaidi wa M23. Taarifa zinasema kwamba baada ya mapigano ambayo yamefanyika maeneo ya Kabare na sehemu mbalimbali Kivu ya Kusini, kumefanya magaidi wa M23 kuweza kuondoa vikosi vyao Ijwi, na havijaeleweka kwamba vinapelekwa sehemu gani. Kwa hiyo watu wetu wa Ijwi, nafikiri mtatuambia kwa ndani zaidi nini ambacho kiko kinaendelea maeneo ya Ijwi mpaka sasa hivi. Lakini hao wasikii, kwa sababu kuna wakati mwingine walikuwa wanaliwa na manyoka na vingine huko maeneo ya Ijwi.
lakini hawakusikiaga. Njoo wengine tu sawa wanajirenforce. Hii ni swala ambalo serikali inatakiwa kutumia umakini sana na wazalendo ili kuwapiga na kuwatosha maeneo. Ili kunafanyika ni wajibu wa serikali kuhakikisha kwamba watu wake wanakuwa wako na ustawi wa kutosha, na vile vile mipangilio yote ya kuendelea kuwaondoa M23 kote kwenye wako kwa kuwakunguta inazidi kuwa inafanyika. Ni sawa kuwa dossier hii ya Freevao, dossier ya Freevao ya Constant Mutamba alitakiwa aende kama vile shahidi, lakini hakuweza kucomparaître. Anasema iko na sababu zake, tutazisikiliza hapa kuhusiana na pesa za Freevao. Mamilioni ya pesa zimetoka, lakini watu wamechukua milioni 29. Ndio 29. Kwa katika milioni 190 na ngapi na 5? Na 5 hii. 125. 120 au 90? 20. 125. Na 5 ndio pesa ilikuwa ya Freevao. Ndio. Wao wakatoa milioni 29. Kwa hiyo wakabakia na milioni 90 na ngapi na 4. 95. Hata kula ndio sio nakulaka hivyo. Nakula mpaka unashinda mwenye nani mwenye mwenye yake. Ba victime yuko sanse kupata faranga za Freevao hawazipati. Ni wenye wako nazipata ni wale wenye wako sanse kuwapatia wa victime pesa zao. Na ujiulize ni wa victime gani? Ndio maana nakwambia kwamba mwa nchi yetu serikali ingetakiwa kukamata mkono wa chuma kwa kukamata kuadhibu wale wote wenye wanakula pesa ya umma. Jiulize, unakula pesa victime mwenye lipata mavita manini maswala ya ubakaji nini, pesa zinakuja kwa serikali juu ya kurepare vile vitu. Wewe zile pesa unazikamata unazikula. Ndio maana serikali inayokuwa takiwa kuchukua umakini sana na kufunga wale watu. Serikali si ni wale. Ndio. Unaona wizi wote wa Mkongo unakoga huko well organized. Wizi wote ambao unafanyikaga. Tuseme mu ministeri ya justice na Freevao iko na juenda. Ndio. Hizi franga 125 millions de dollars ni franga zenye zinajulikana kitaifa kiserikali. Ndio. Kwa hiyo wakati zinakuja ministre de tutelle iko sanse kujua kwamba pesa imeingia na inatumika namna gani. Kwa hiyo kama itapotea na maana naye anahusika. Sawa? Anahusika. Sasa hii pesa ya Freevao wakati nakuja Mutamba alikuwepo bado. Ndio alikuwepo. Lakini walikuwa bado hawajaanza kuishughulikia kuigawa. Yeye tayari kaingia mwidosi yake na kaenda zikabaki kule bila kugusiwa. Kwa hiyo uwepo wake ni kwenda kama shahidi tu, aenda toe ushahidi wa pesa, pesa uliziona ama hakuziona. Zilingia zifanye kazi gani? Je, unahisi zilifanya kazi yake hivyo tu? Sasa yeye anakuambia kwamba hataenda. Mtu ambaye anasema ikumbushe kwanza kuna sababu ilitoka mbele kwamba sababu za kiafya. Hii turu anakatala hataenda bila sababu yenye inaeleweka. Sasa hii yote ndio maana nakwambia unaweza kuparticiper kama témoin ama sote na ulikuwa mko complicité. Jua haiwezekani wewe témoin tu kwenda témoigner hivi na hivi. Inaonekana kwamba naye alikulaka alipata kidogo ya sababu. Je, haiwezekani utaenda témoigner kisha kutémoigner? Yeye anaenda kutémoigner. Watu wanaitwaga, unaweza kaitwa huko renseignant, mwingine iko témoin, mwingine iko nani présumé. Ndio. Hizo ni materme zinatumika kule kwa mahakama. Kwa hiyo yeye wakimwita anaenda ni kwenda kusikilizwa. Tuambie uliona au kuona? Niliona. Sikuona. Zilikuwa unahisi zilikuwa ngapi? Unahisi zilikuwa hivi. Sasa wale wenye walikula pesa ni wengine. Ndio. Unaona? Wengine ndio walikula pesa kwa sababu Kongo viongozi wako na desturi hivi. Kwa mfano kiongozi mwenye alikuwa sehemu, wakimuondoa sehemu, kale kama muda katabakia tu pale, kama ni masaa mawili, kama ni siku mbili, deja kwao wanakonsidera kwamba deja iko regime inabadilika. Ndio. Kwa hiyo ule akienda na pesa zilikuwa mu projet munini, wanaanza kuzitafuta gisi ya kuzitafuna, Juma atakuja naye aje aanze tena upya. Na ndio hii madosi mengi balivunja wakapoteza, wakachoma, wakatupa. Mmoja anakuja aanze upya, achane na dossier ya Freevao. Kule anaandika dossier terminé. Bashamaliza kila kitu,
na watu washarizika après enquête ukiona raia haikupata nani faranga yao. Ndio. Na hii ni regime yenye ilikuwa iko boswate ministre iko ukura ama yeye haiko lakini haiko akuitwa kama vile mshtumiwa, lakini aliitwa kama vile shahidi kwenda tu kutoa ushahidi ambao yeye anajua kulingana na. Sasa kwa nini tu kuenda tu ushahidi inakuwa sababu nyingi sana, parfois magonjwa parfois no yeye anasema kwanza hana cha kwenda kutoa kama ushahidi juu ni mshtumiwa tayari iko kwa ndani. Ndio. Kwa hiyo tayari mimi ni mfu. Sasa mnaambia nende ni kunywe dawa ya nini? Na nishakufa. Ndio maanisha kwamba yeye adishaiko kwa ndani, kwa hiyo hawezi enda kwenda kutoa ushahidi wao wafanye hivyo kwao. Amekataa hivyo Constant Mutamba. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Afya, hii dossier ya Kongo na Rwanda iko inazidi kuleta sura nyingine. Tutafuatilia kwa makini sana briefing ya Ministeri ya Sante, huku ndugu yetu Patrick Muyaya akizungumza na Ministri wa Sante pamoja na Daktari National Daktari Kayembe. Ndio. Kayembe Muyembe. Daktari Muyembe. Daktari Muyembe. Sio Kayembe. Daktari Muyembe wala. Ndio. Daktari Muyembe aliweza kutengeneza chanjo ya COVID-19. Ya COVID. Lakini haikuwa efficacious. Na daktari nani na mwingine walikuwa wawili. Ndio. Ule mwingine mwenzake naye pia akafanya hivyo mpaka wakamleta Kongo, akapewa kazi akapotea kabisa. Wanasema kwamba Rwanda inataka itumikishe huu ugonjwa kama kizingisio fulani, na selogisi taarifa zingine ziko za kuja kwamba ilipareke huu ugonjwa ulitengenezwa Rwanda na kuja kutupwa Kongo makusudi. Ndio. Makusudi kwa sababu Kongo inaweza kumpokea Donald Trump. Unaona? Ndio. Kongo inaweza kupokea ujio wa rais wa Marekani Donald Trump. Sasa kwa hiyo ni vyema waanze kuandaa mazingira ya kuchafua Kongo, ya kuiharibu jina ya Kongo juu sote rais wa Marekani anile voyage ya kuja Kongo. Na ukiangalia kwamba Goma na Kinshasa ni mbali, hata Trump akija hataenda Goma. Na isitoshe wazungu washakamaliza kwenye masuala ya afya. Hataenda Goma. Unaona? Trump akija hataenda Goma. Na akipenda seme niende Goma, hakuna mtamzuia. Hakuna. Hakuna mtamzuia. Trump anaenda sema saa hizi okay nakuja Kinshasa, apre Kinshasa naenda Goma. Na hakuna mtatia ufioto wala nini. Mungu tutamzuia Trump mzuri, ambia wengine, lakini akiamua kuja Goma ni moja kwa moja. Haya, tengenezeni airport ya Goma, Trump anakuja na atashuka pale, aone uende Cornel Nangai, uende mwacha fujo, uende Bisimwa, uende nani. So tutegemee ujio wa Donald Trump nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa Muyaya anasema hivi kwamba Rwanda iko inatumikisha huu ugonjwa njia mbaya. Yeye anafunga mipaka yake na Kongo. Ndiyo. Hawataki wakongomani waingie Rwanda. Lakini wenye Rwanda wanatoka Rwanda wanakuja Kongo. Je, ni njama za Rwanda kutaka kutengeneza huu ugonjwa kwa ajili ya kuichafua Kongo, kwa ajili ya kuwapunguza swate wa Kongomani, kwa ajili ya kuyumbisha stability, kwamba watu waache kufokalize kupigana, waanze sasa kufikiria masuala ya ugonjwa. Na wanasahau kwamba serikali iko na vitengo, kuko wizara ya afya ndio itatumika na itashughulikia masuala ya ugonjwa. Masuala ya ulinzi wa jeshi na taifa iko pale na watashughulika na kazi yao kama jinsi inavyostahili. So nafikiri so tuchukue hili swala la Beni washtukiwa wa M23 wakamatwa. Wanawake kati yao wapo ngapi? Wawili.
na wanaume 3. Katika wanaume 3 kuna shoferi wa bangi, ndio kuna mshirika collaborateur wa M23, kuna mwingine naye pia engineer wa M23, ndio engineer Zembe Jean Pierre vya Mungu. Nafikiri Zembe wengi wanamjua Uvira na wanamjua sana, so waliangukia hilo kitu. Tuanzie kwanza na huyu shoferi wa bangi. Yeye inasemekana iko natoa bangi kwenye kuku ba M23, anazileta kwenye kuku serikali. Anafanya biashara kwa kuwauzia vijana bangi na kuwauzia pia wanajeshi bangi, na yeye anatoka upande wa M23. Wakati anakuja na bangi, ndugu siko anachukua taarifa anasipeleka kwa M23. Kuna wanawake 2 ambao na wao pia ni washirika wazuri wa M23. Kuna mmoja ni policier anafanya kazi na M23, mwingine pia aliweza kuajiriwa na Katembo anasema wa Goma. Ndio. Sasa hivi administrateur wa kipande ka Lubero. Ndio. Kupitia M23 waliweza kuwatumia wakina dada na kuwaweka barabara kwa ajili ya kuwa na espionner FARDC. Ndio hii ndio niko nasema. Ndio. Wanawake walichangia kuangusha Bukavu. Ndio. Wanawake. Ndio. Watusi walikuwa kufanya kazi mu mabari, kwa kukuta ba colonel akifika mubaya hivi ni watoto, ba general, ba major, wa soldatu wa kawaida mubani, iko na mtoto ule wa kitusi wale walikuwa ni wa espion wa M23. Kwa hiyo waliweza infiltrate Bukavu mapema, Goma mapema. Baadaye wakanachukua taarifa nyeti na kuzipeleka kule. Sasa Beni wamewakamata 2 na utotali ilikuwa umwe ni 13. Wenye walikuwa na hizi kesi ambazo ziko kidogo za ukakasi ni 5. Ndio. Sababu wao ni wale wa karibu sana. Kwa hiyo nataka kuzungumza kwamba nitagusia pointi ya huyu wa huku Uvira wa kwetu wa Uvira Zembe. Ndio. Zembe yeye alikamatwa Beni kwenyewe. Alitoka Uvira, alikuwa jiuliza alienda fanya nini Beni. Habari zilizopo kuhusu Byamungu Zembe Jean Pierre, kwanza ni alizaliwa na baba anaitwa Zembe mwenyewe. Kama uliwahi kuishi Uvira unaweza mfahamu Zembe ambaye alikuwa mzee msomi sana, lakini alikufaka kupigwa masasi. Kama niseme nini, alikuwa na bunduki mwake. Saa zile bunduki wakati serikali ilikuwa inambia mwenye kuna bunduki hakuwa analeta kwa serikali na aitie pale. Siku mwana lamuka kaanza piga masasi. Basoda bakakuya kaanza wapiga nao masasi. Wenye wanakia penda kumnyang'anya bunduki. Na ndio sasa bakapita na mtiria bu porta akakufaka. Salacha wabiana baki kuko Jesus Zembe ambaye yuko mkundi la wazalendo na yeye Byamungu Zembe ambaye alisomea masomo ya uengineer. Na kisha alikuwa na kampuni yake moja hapa inaitwa Bias Construction, Byamungu Zembe Construction. Sasa alifanya kazi nyingi sana. Ukisikia hata route ya Espoir, route ya Mwami, Asimi alisaidia. Kazi gani alichia pavage. Kwanza hii kampuni ya bafrapere ni kampuni yenye nilifanya kazi lakini walikula pesa juu. Walishinda kukamilisha kazi yenye walipewa. Sasa alipewaga tu hiyo mradi wa kujenga hiyo route ya Mwami. Alipitaka nauza parcele, akapita na fungula kampuni na kawa bibi mwingine. Ilikuwa nakuwa saki za sima zimwa zinaenda mkazi ya serikali na zingine zinaenda kwa nyumba yake wako na jenga. Maana na diviser par deux. Sasa wakati matatizo ya juu aliwahi kuwa na ambition politique akakosa kama mwede fasha kosa kandida Maleri. Wakati sasa maadui wa M23 wanakuja hapa Uvira, habari zinasemekana kabla hujaingia hapa kwamba alikuwa na vision kama M23 kiingia hapa mpatie poste akwe maire de la ville. Sasa amekikia onekana kwamba ni mtu mwenye iko na vitu ya ukabila sana. Sasa wa M23 mkokuja hapa akaambia kaka yake mdogo yake anaitwa Jesus Zembe. Ndio hivyo kaka alitumana ka audio. Kaka na hii audio na kutumia vraiment serikali ya Kongo haita kuyaka tena huku. Ya Kisekedi olele. Hivi ujikaze tu ingie tu na M23 na wewe uko haya ndio utapata makazi na gisi wazalendo kuna kitu kuya uingie mwe. Sasa mdogo yake ni mtu mwenye kuna esprit ya uzalendo, kamata ile audio
akaitupa magrupu, zikazunguruka magrupu WhatsApp zote, na vitengo vya serikali vikachukua hiyo maudio. Sasa wakati walizipata wakazifanyizia kazi, ndio sauti yake na compareni anasema kwa mara juu zozoea sana ma emission. Kusikia yeye anasema na audio ni bimoe na ni ule ule. Alizaa dementira sio yake, sio yake atumikisha intelligence artificielle. Akaanza kataa. Lakini kinyenyekea tena kukubalisha kama ni yeye. Akaanza cheza kopi ya chini chini kusema kwamba aende lomba msamaha kwa viongozi, bwana hivi angalia juu niko kabila hapo Uvira Muvira ndio vile mwangalia jinsi swala mimi niko intellectual parmi wa vijana ba hapa nini. Akamwambia serikali inatakiwa kufanya kazi yake. Ifo kwanza urepondre kama takusamee kule, mimi serikali kwa kina samee. Na ukifanya kosa kwa serikali kwa kina msamaha, kanisa ndio wanakuwa nasamee, mimi kwa serikali kwa kina samee. Bikashindikana. Mwanaume alikuwa anachukua safari sema 23 natoka na mbio mpaka Beni ndio kupigia free. Sasa wakati wako wanatafutana wale wahalifu ndio wakamkamata mwao. Tena mwenye alimkamata alikuwa porte parole FARDC Sokola de hapo Uvira, Mark Elongo Kiondo porte parole. Na anamjua vizuri. Ndio akawapresenter huyu ni engineer candidat Malere mu 2023 na ndio vile alikuwa pro na alikuwa na maelema zote, maelema maarme na service anasema ziko nayo parapona ile maudio yake yote. Haiko tu hiyo, ni maudio za mingi alikuwa anatumana. Sasa mdogo wake alikuwa anazibrandiri kwa wengine bana zipa. Sasa kwamba serikali kachia mkono kwake. Na hivi sasa anatakiwa kurepondre. Juu hivi kwa upande wangu niseme kwamba ndio tunazungumza na Mara Kilongo huko Beni, anaweza tuambia kwamba hivi anaanza kuwa na safari hivi wako namfungasha mizigo haelekee Ndolo. Juu kuwa traitre ni iko punissable devant la loi, manake wewe ni adui wa ajabu. Mzalendo zembe misonga ndio sio kauli zake hizo. Ndio Uvira misonga. Sasa yeye misonga tena. Unaona serikali bwana. Nasemaga hivi, serikali sio kitu ya kuchezea. Ndio. Kama serikali haanza kukutafuta, unaonaga dunia ni mnene sana. Umesikia tu mandada amene inakuletea pu, unahitajika kuparke kula polisi, unatafuta nafasi ya kujifichika, unaona dunia inakuwa ndogo sana. Wote kwenye huko unaenda huko sasa, watu wanakujua asa ndio mwenye biko natafuta, unakuwa most wanted. So Zembe ukikutana na polisi unazania kwamba anakia kukamata. Zembe alifanya makosa, si condamné, lakini tamaa ya madaraka, uchu wa madaraka uliwapeleka vibaya sana wanasiasa wengi ambao tuko nao hapa Uvira. Sio Uvira na Kongo tu. Vijana wengi wako nakuwa na ile biko mu adolescence politique. Sasa wanashindwa jinsi ya kujikontrole. Unakuta wiko na tamaa kutaka kupata madaraka haraka, kufanikiwa kisiasa haraka, wakati siasa inaenda taratibu. Kile ambacho kimemkuta sasa hivi anaenda kutumikia shamba za serikali, kama ataenda Kanyamakasisi, kama ataenda wapi, hiyo sisi hatujui, lakini ndio taarifa mbaya kwa watoto wa Uvira. Wameweza kupata mshtuko baadhi kusikia kwamba kijana wao msomi wa Uvira Zembe engineer ameweza kuwekwa lumande. Nafikiri na wengine ambao wako hapa pia Uvira na wakati wao huko nakaribia, sababu kuna wengine ambao walikuwa wanatumika na M23 wako hapa kwa Uvira. Kwa hiyo tutaendelea kusubiria tuone nini ambacho serikali itafanya. Nafikiri tutafuata nafasi ya kusikiza ya kutizama hii everything ya Muya ambayo alifanya jijini Kinshasa, na ndio tutakuwa tunaenda kufunga ukurasa wetu wa mida hii. Bye bye. Des minerais et mais aussi d'autres zones qui sont autour. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que l'épidémie touche en Ituri 4 zones de santé, qui sont la zone de santé de Mongwalu, comme je viens de le dire, la zone de santé de Bunia et la zone de santé de Rwampara. Mais une 4e zone de santé, qui est Nyankoundé, a été aussi touchée. À côté de ces 4 zones de santé de l'Ituri, nous avons Butembo
et un cas à Goma. Alors, ça, c'est l'expansion de l'épidémie aujourd'hui. Je rappelle que le premier cas index, c'est-à-dire celui qui a alerté tout le monde, c'était le 24 avril. Mais cela veut dire que probablement il était déjà contaminé bien avant, et ça, c'est l'étude rétrospective qui va nous permettre de voir qu'est-ce qui s'est passé avant pour que ce cas soit le cas index. Mais après qu'on ait eu ce cas index, on a eu maintenant l'alerte. Et l'alerte, malheureusement, elle a traîné dans la communauté parce qu'il y a eu une pensée que c'était une maladie mystique. Et donc, à cause de ça, les malades n'avaient pas été amenés à l'hôpital, mais plutôt ont été amenés dans des traitements entre guillemets mystiques. Et cela a occasionné l'expansion de la maladie. Mais la première alerte communautaire est intervenue le 5 mai. Et nous avons donc à ce moment-là déclenché tout le processus, sauf que le prélèvement que nous avons envoyé au laboratoire de Bunia était négatif. Pourquoi ils étaient négatifs? Parce que dans notre pays, le virus le plus connu, c'est Ebola Zaïre. Et donc les tests qui ont été faits étaient négatifs, mais la vigilance de nos prestataires a été telle qu'on a dit, ok, mais il y a quand même des saignements qui arrivent, donc c'est quand même une fièvre hémorragique, allons plus loin. C'est ainsi qu'on a envoyé les échantillons à Kinshasa, et ces échantillons qui ont été réceptionnés le 14 au niveau de l'INRB ont été examinés le même jour, et dans la soirée du 14, nous avons eu la certitude que c'était un cas de Ebola. Mais en ce moment-là encore, on devait aller faire le séquençage pour voir quel type d'Ebola on avait. Et on a conclu que ce n'était pas Ebola Zaïre. Et c'est là que, progressivement, on s'est rendu compte que c'était Ebola Bundibudio, le séquençage s'est fait dans la nuit. Et à 3 heures du matin, nous avons eu la certitude. Et le vendredi, nous avons donc annoncé, déclaré la maladie au niveau national, et toutes les autorités ont été saisies. Alors, dès lors qu'on déclare la maladie, on fait ensuite une recherche des cas dans la communauté. Donc nous avons recherché des cas, nous avons recherché les décès, et les décès que nous donnons, ce sont tous les décès que nous avons retrouvés dans la communauté, sans nécessairement dire que c'est tous liés à Ebola. Mais tous les décès suspects, nous les avons comptabilisés. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons comptabilisé à peu près 131 cas de décès dans toute cette zone, comme nous avons dit. Encore une fois, maintenant, nous allons nettoyer ces listes pour voir quels sont les décès que nous devons exclure de la maladie et quels sont les décès qui sont vraiment liés à la maladie. Donc le premier chiffre que je peux te donner en termes de nombre de décès est de 131 cas que nous avons recensés. La deuxième chose que nous avons aussi regardé, c'est quelles sont les personnes qui présentent des symptômes qui ressemblent à ça. Donc les cas suspects. Et là, nous avons à peu près 513 cas suspects que nous avons recensés. Alors quand vous regardez ce chiffre, vous vous rendez compte d'une première chose, c'est que le taux de létalité, c'est-à-dire la mortalité liée à cette maladie, est inférieur à la mortalité liée à Ebola par Ebola Zaïre. Et donc c'est une indication très importante qui montre que nous avons un cas d'Ebola, une épidémie à Ebola, mais une épidémie moins létale que l'épidémie Ebola Zaïre que nous connaissons. Donc, contrairement à ce que nous entendons dans les médias, l'épidémie en cours avec la souche Bundibugyo cause moins de morts que l'épidémie d'Ebola Zaïre que nous avons connue il y a quelques années. Absolument. Et donc c'est vraiment important que les personnes qui relaient le message sachent très bien de quoi on parle. C'est pour ça qu'on ne se précipite pas, nous, à parler immédiatement. On va d'abord aller jusqu'au fond de l'évaluation. C'est pour ça que moi, le gouvernement a attendu le séquençage par le professeur Mouyembe avec l'INRB pour qu'on arrive à savoir exactement quel Ebola c'est pour pouvoir communiquer. Parce qu'effectivement, Ebola Bundibudio est moins létal que Ebola Zaïre que nous connaissons, pour lequel nous avons déjà eu plusieurs épidémies. Je rappelle que nous sommes à la 17e épidémie
d'Ebola. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons l'expertise de la prise en charge de cette maladie, expertise reconnue au niveau mondial. Absolument. Et d'ailleurs, le diagnostic même d'Ebola, c'est nous-mêmes. Ebola, c'est le nom d'une rivière de chez nous. Donc nous connaissons très très bien la maladie. Et avec l'expérience, nous connaissons tous les protocoles à mettre en place pour prendre en charge de cette maladie. Monsieur le ministre, nous aurons l'occasion évidemment demain après-midi, ou tout à l'heure, aujourd'hui après-midi, pour faire un briefing plus large, et nous aurons évidemment le professeur Muyembe qui pourra nous faire l'historique autour de ces virus. Mais bien avant d'ailleurs qu'on termine, pour que vous puissiez rappeler les mesures préventives, mais cet après-midi, il y a une communication du docteur Muyembe. Certains ont mal interprété cette communication. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes pour qu'ils puissent être rassurés sur la compréhension globale de la nouvelle résurgence de l'épidémie, mais aussi sur les protocoles qui ont été mis en place pour bien le contenir? Alors, la première des choses qu'il faut comprendre, que quand nous détectons une maladie, nous annonçons en ce moment-là. Sauf que quand nous détectons une maladie, cela veut dire qu'il s'est passé des choses avant. Et en l'occurrence, quand nous disons notre cas index c'est le 24 avril, c'est-à-dire que c'est là que nous voyons que la personne est malade, mais la personne a été contaminée. Cela veut dire qu'il y a un moment entre quand il a attrapé le virus et quand il est tombé malade. Ce qu'on appelle ce temps de latence-là, c'est un temps très important pour lequel nous allons maintenant chercher qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il ne tombe malade, avant qu'il ne vienne. Et c'est de cela que le professeur Muyembe a parlé en disant il y a une surveillance au niveau communautaire qui n'a pas été efficace. Parce que ça veut dire que quelqu'un est peut-être mort avant lui, ça veut dire peut-être que quelqu'un d'autre était malade avant lui, mais personne n'a signalé cela. Et donc, effectivement, il faut qu'on aille voir dans la communauté qu'est-ce qui s'est passé pour que des personnes tombent malades et parfois même meurent sans que cela ne suscite aucun signalement. Et le professeur Muyembe a dit ça de manière synthétique et je comprends que ça crée une polémique, mais l'idée était de montrer que au moment où nous avons le premier cas, il s'est déjà passé un certain nombre d'éléments Tout à fait. que nous devons aller chercher. Et donc j'ai été surpris moi aussi de voir que ces paroles ont été mal interprétées et ont été mal comprises. Mais il est clair que l'alerte qui fait bouger les systèmes de santé, c'est d'abord l'alerte communautaire. Quand on nous dit, il se passe quelque chose, parce que il faut qu'un phénomène survienne pour que nous puissions agir. Et donc, en l'occurrence, c'est le 5 mai que les personnes ont dit « Oh, mais il y a beaucoup de décès qui se passent. » Et c'est en ce moment-là que nous entrons en jeu. Avant cela, c'est la communauté qui doit nous faire signe en disant « Ben voilà, j'amène quelqu'un à l'hôpital. On a eu 2 personnes malades. » Alors, je voudrais quand même aussi revenir un peu sur la symptomatologie, les signes de cette maladie, pour que vous compreniez pourquoi j'insiste là-dessus. C'est que Ebola Zaïre est très spectaculaire. Il y a des hémorragies partout, il y a bien sûr cette grosse fièvre, mais Bundibugyo peut donner des signes un peu moins importants, ce qui peut faire traîner le diagnostic parce que les gens peuvent penser non, c'est juste la malaria, non, c'est juste une grippe, parce que c'est la fatigue, c'est la fièvre, c'est des vomissements. Et puis, progressivement, arrive le saignement. Tant que le saignement n'est pas arrivé, parfois on peut se tromper et on peut comprendre aussi pourquoi dans la communauté, ça a pris un peu de temps. Mais le deuxième phénomène qui s'est passé, en l'occurrence ici, c'est que, étant donné qu'il y a un couple qui est décédé, eh ben, les gens sont partis sur un phénomène mystique. Ils ont dit, il y a un phénomène mystique. D'ailleurs, là-bas, ils ont appelé ça le phénomène cercueil. Parce que j'étais là-bas hier, j'ai essayé de comprendre tout le système, comment ça s'est passé. Donc, ils ont appelé ça phénomène cercueil. Et ça a retardé encore la venue vers le système de santé parce que les gens, ils pensaient que c'était un problème mystique qu'il fallait gérer avec des tradis praticiens ou avec des sorciers. Et ça fait traîner encore un tout petit peu. Mais dès lors qu'on a eu l'alerte, entre le 5, vous comprenez que déjà le 14, on a même déjà séquencé. Ça veut dire qu'il y a eu l'alerte, il y a eu la déclaration, il y a eu la prise en charge et nos équipes sont déjà sur terrain. Voilà, Monsieur le Ministre, on va terminer cette communication parce que nous aurons l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, de revenir en journée avec une communication beaucoup plus élaborée où les journalistes pourront venir poser des questions. Ni vaccin, ni traitement extrêmement contagieux. Alors, quelles sont les mesures de prévention
que nous pouvons prendre, conseiller aux compatriotes qui nous suivent ce soir pour rester, surtout dans les parties qui sont touchées, pour rester à l'abri de cette épidémie? Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas faire le lien de ni vaccin ni traitement. Parce que je rappelle qu'on a 17 épidémies et c'est pendant les 15 premières épidémies, il n'y avait ni vaccin ni traitement et on les a quand même contenus, premièrement. Deuxièmement, le vaccin qu'on a et le traitement, encore une fois, expertise congolaise, eh bien, ce vaccin qu'on a et le traitement qu'on a, c'est pour Ebola Zaïre, qui était notre Ebola habituel et donc dont on connaît aussi la gravité. Et donc, ni vaccin, ni traitement, je pense qu'il faut arrêter ce lien-là et rappeler que les 15 épidémies qu'on a gérées dans notre pays, il n'y avait ni vaccin, ni traitement. Donc, l'expertise, on l'a. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, c'est la prévention. Il faut arrêter que le virus ne continue à se propager. Pour cela, une première chose, quand quelqu'un est malade et qui présente les signes, évitez de le toucher. Je rappelle que c'est une maladie qui s'attrape par contact. Ce n'est pas un virus qui traîne dans l'air, c'est un virus qui s'attrape par contact. Donc tant qu'on évite le contact avec la personne qui est suspecte ou la personne qui est malade, on évite d'attraper la maladie. La deuxième chose, quand quelqu'un est décédé d'Ebola, eh bien, les rites funéraires doivent être arrêtés. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle des enterrements sécurisés. Donc, ce sont nos équipes qui préparent la dépouille. Pourquoi? Parce que la dépouille est contagieuse. Parce que c'est encore une fois par contact, par les fluides corporels. Et puis, troisièmement, bien sûr, comme c'est une maladie qui vient des animaux, je rappelle que l'INRB, avec le professeur Muyembe, on a démontré que pour cette maladie-ci, eh ben, ça vient d'un animal. C'est pas une maladie qui traînait chez quelqu'un depuis 2012 et qui a ressurgi, mais ça vient d'un animal. Donc, pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans toutes ces zones à risque. Pas consommer d'animaux morts et bien préparer les aliments dans ces zones à risque. Donc, cette prise de conscience est très importante parce qu'elle évite la transmission de l'animal à l'homme. Et puis maintenant, quand on sait ça, dès qu'il y a les premiers signes, on signale au système de santé. Je rappelle que c'est une maladie qui peut être moins létale que Ebola Zaïre. Donc plus tôt on vous prendra en charge, plus tôt vous avez les chances de guérir. Et enfin, je veux dire que le traitement de support est très important. C'est pour ça que nous mettons les centres de traitement. Il faut qu'on vous prenne en charge rapidement et qu'on vous traite. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Docteur. Nous aurons évidemment l'occasion demain de revenir avec vous, notamment sur les aspects de ces expériences que nous avons accumulées dans le temps avec les épidémies, pour rassurer davantage que nous avons, nous, l'expertise qu'il faut. Il y a des équipes mobilisées autour de vous depuis des années et qui sont en mesure de relever ces défis, évidemment, avec l'appui de nos partenaires. On va terminer cette communication ce soir. Je rappelle que nous sortons d'une réunion des crises chez les présidents de la République qui tenaient personnellement à suivre de près ou à faire le point de nouveau cette fois-ci de manière élargie parce que la question elle est transversale, elle implique plusieurs aspects. Vous avez suivi tout à l'heure que nous avons des cas par exemple à Goma, il y a des impératifs de sécurité de ce côté-là qui doivent être pris en compte, mais pour nous, et c'est clair, Monsieur le ministre de la Santé, que tous les compatriotes qui sont touchés, même s'ils sont dans les zones sous occupation, le gouvernement va s'assurer que l'aide puisse leur parvenir et que nous puissions partout être mobilisés pour mettre fin à cette épidémie comme on a vaincu les épidémies passées. Merci donc à vous. Merci, Dr Muyembe. Merci à vous aussi. Comme nous les disions, nous reviendrons de manière régulière pour vous donner la bonne information et de la manière la plus transparente. Dès demain, nous allons nous organiser avec la télévision nationale, les équipes de l'INRB et les équipes du ministère de la Santé pour vous faire de mises à jour régulières pour que vous puissiez être pleinement informés. Et donc, il faut considérer que l'expérience que nous avons va de nouveau produire ses effets dans la gestion de cette épidémie. Merci et bonne soirée chez vous.